C'est un premier roman sur l'énergie, effectivement, et la crise de l'énergie au sens de la matière, mais aussi de l'énergie humaine. Je suis parti de l'idée que nous sommes tous obsédés par la peur de manquer, la pénurie, le manque. Nous cherchons tous à accumuler, alors que ce qui fait l'essence de la vie, c'est plutôt ce que nous faisons de nos excédents, de nos pulsions, de nos surplus, de nos excès. C'est ce qui définit l'humanité. Et un petit peuple en Norvège découvre une immense quantité de pétrole. Que vont-ils faire de ce pétrole? Soit tomber dans ce qu'on appelle la malédiction des ressources, corruption, ruine de l'économie autre que pétrolière, ou inventer une forme de vertu, une forme de saine gestion. Ils ont ce délire-là, qui est un délire de vertu. Non seulement nous sommes riches, mais en plus nous voulons être vertueux. Donc dans ce roman, il y a plusieurs personnages qui sont tous des émanations de ce pétrole que l'on cherche à enfermer comme un démon dans une bouteille. Un des premiers personnages du roman, c'est précisément un philosophe qui va essayer d'allier l'argent et la vertu, puisque le gouvernement norvégien décide de placer ces milliards de dollars dans des entreprises au nom de critères éthiques. Pas de travail des enfants, pas de tabac, pas d'alcool, pas d'armes, etc. Donc la Norvège distribue des bons points, avec cet argent du pétrole, distribue des bons points au monde entier, sous l'égide d'un jeune philosophe qui va s'avérer très vite dépassé, débordé par cette tâche impossible. Il y a d'autres personnages dans le roman qui sont, eux, dans une pure jouissance, qui ne s'aperçoivent même pas que toute leur vie est conditionnée par le pétrole, la richesse, l'aisance, avec même l'idée d'une supériorité morale et d'une sorte de fin de l'histoire. C'est une femme, ancienne mannequin, mariée à un homme qui a fait fortune, et qui, elle, n'a que faire de tous ses scrupules. Un autre personnage est joué par un président d'une autre industrie norvégienne qui est l'hydroélectricité. Lui déteste le pétrole. Par contre, ce qu'il aime dans le pétrole, c'est le pouvoir que ça confère. Mais ce qu'il privilégie avant tout, c'est l'eau. Pour lui, la vraie source, la belle source d'énergie, celle qui justement ne vous corrompt pas, c'est l'eau des glaciers qui fait tourner les barrages et qui donne de l'électricité gratuite, transparente, fraîche, qui ne sent pas mauvais, qu'on n'est pas obligé d'aller chercher dans le sous-sol, qui ne salit pas, qui ne sent pas. Donc il va y avoir une sorte d'opposition entre l'eau pure des glaciers et ce pétrole qui donne le pouvoir, mais qui sent mauvais aussi bien physiquement que moralement. Donc c'est toute une galerie de personnages qui gravitent autour de pétrole sur fond d'un monde en pénurie. C'est un monde qui ne va pas tarder d'apparaître, un monde où le pétrole est extrêmement cher, est devenu hors de prix, où le mouvement, tous les transports conditionnés par le pétrole sont devenus maintenant impensables. Donc c'est un roman aussi sur l'avenir proche, mais c'est un roman sur avant tout la question de savoir ce que nous faisons de notre énergie. Enlever cette écume, les journaux internationaux ne parlaient depuis des années que des deux mêmes choses, la rareté du pétrole et le sevrage. Dans les années 2010, face aux prémices de la crise, les classes moyennes et leurs gouvernants avaient commencé par faire les gestes, à défaut de croire ce qu'on leur disait savoir, ces gestes de bon sens rappelant la grand-mère qui, elle non plus, ne jetait rien et ne prenait pas de bain. L'écologie était tendance, une liberté de plus, un décor New Age, pour le business and fun as usual. On pouvait partir une semaine tout compris à Rio comme promis dans le métro, puis prendre son vélo du lundi au vendredi en grognant contre les automobilistes. Les designers philippins, les créateurs brésiliens et les trendscouters japonais jetaient un manteau d'hédonisme sur le raz-de-marée de contraintes qui mijotait au large. Les États s'offraient de colossales campagnes d'information décomplexantes, pleine de mots zen racontant des histoires d'économie libératrice, de dépouillement festif et de simplicité qui en jette, avec rappel des faits scientifiques en petits caractères au bas de la page, et un site web, pour ceux que la dure vérité intéresserait. Les pages fashion, les pages pratiques des magazines féminins n'avaient pas leur pareil pour ramener la crise à ses justes proportions de psychologie positive, de look renouvelé, de potentiel sexuel et de bonnes adresses. Et si l'on n'était toujours pas rassuré, le hochement de perruque, l'air convaincu d'une célébrité ébranlait.
Savoir qu'elle était partie à Sydney en classe affaires plutôt qu'en jet privé aidait à renoncer à ses vacances. Tous ensemble, se surveillant les uns les autres, minés par l'envie et le dépit, hantés par le freerider, parasite qui profitait des efforts de tous pour se goberger, ils allaient réduire la vitesse sur l'autoroute, mais pour montrer le paysage aux enfants, isoler leur logement, mais pour augmenter leur pouvoir d'achat, redécouvrir les fruits de saison, mais pour augmenter leur espérance de vie, mettre des panneaux solaires ultra fins sur leur toit, subventionner la géothermie, alléger la vaisselle dans les avions et maigrir, mais pour être beau et bien se vendre. Avec Black February et l'envolée définitive du cours des énergies fossiles, vint le moment où la classe moyenne à bulletin de vote, souveraine ménagère et tenancière des continents, n'arriva plus à danser sur la musique écologique, parce qu'elle était trop lente, même pour le grand slow libidineux des liens retrouvés, parce qu'on avait attaqué l'os, même pour la bonne cause. Cela rappelait trop les anciennes guerres, le rationnement, la régression. L'espérance de vie allait stagner, plus rien de ludique, de sexy. C'était bien plutôt l'ombre portée du passé orgiaque sur le présent frugal. Plus de capital culturel à grappiller en affichant ses convictions écologistes et ses pratiques innovantes. Plus beaucoup de tricheurs à dénoncer, une uniformité dans la restriction et la crainte. C'en était bien fini de la complicité du sous-sol terrestre avec la part la plus fantasque de l'âme humaine.